le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bien, chers élèves, une fois de plus, bienvenue à ce programme. Je suis M. Geoffroy Bertin, enseignant de philosophie, et nous allons continuer notre parcours dans la présentation des leçons de philosophie littéraire par cette leçon numéro 22 qui porte sur la raison d'être et la finalité de l'art et du travail. Et nous n'allons pas déroger à la tradition. Nous allons commencer par corriger l'un des sujets proposés comme devoir la dernière fois. Et nous avons ici la citation d'Alain qui nous fait comprendre que le propre du travail, c'est d'être forcé. Alors, que te suggèrent ces propos d'Alain? Le propre du travail, c'est d'être forcé. Alors, comme indication de correction, nous avons comme problème la caractéristique ou la nature du travail. La caractéristique ou la nature du travail. Comme problématique, faire du travail une obligation, n'est-ce pas ignorer sa véritable caractéristique? Faire du travail une obligation, n'est-ce pas là ignorer sa véritable caractéristique? Alors, comme thèse, c'est-à-dire explication de la pensée d'Alain, il s'agit pour Alain de nous faire comprendre que le travail est pour l'homme une obligation. Autrement dit, l'homme est obligé de travailler. Et l'argument principal qui peut appuyer cette pensée d'Alain étant que l'homme travaille par nécessité. À titre d'illustration, Simone Veil, dans son ouvrage L'enracinement, disait que la mort et le travail sont choses de nécessité et non de choix. Autrement dit, l'homme ne choisit pas de travailler, il travaille parce qu'il y est obligé, il travaille parce que cela lui est nécessaire. Alors, comme antithèse, c'est-à-dire pour critiquer, pour remettre en cause cette pensée d'Alain, on peut montrer que l'homme ne travaille pas toujours par nécessité. Autrement dit, le travail n'est pas toujours obligé. L'homme n'est pas toujours obligé de travailler. Et l'argument étant que l'homme travaille à titre volontaire. Le travail est facultatif, il est volontaire. L'homme travaille juste pour se faire plaisir. Et à titre d'illustration, on prendra cette pensée de Ralph Mills qui pense qu'aujourd'hui, le travail est jugé en fonction des valeurs du loisir. Le travail, c'est un loisir que l'on développe. Le travail, c'est un loisir que l'on vit. Donc, ce n'est pas forcément une contrainte, ce n'est pas une nécessité. Bon, à titre de synthèse, c'est-à-dire justification de la thèse de l'auteur, il s'agit en fait de voir dans la pensée d'Alain, où il y a à travers cette pensée un appel à percevoir ou à vivre le travail comme une réponse à des besoins humains. Appel à percevoir le travail comme une réponse à des besoins humains. L'argument étant ici que, en fait, appeler à travailler, en fait, Alain veut nous faire comprendre que nous devons travailler absolument pour donner un sens à notre condition de vie, parce que le travail élève l'homme. Mais en même temps, il faut élever ce travail lui-même à la dimension des loisirs pour ne pas le subir. Dans le travail, l'homme doit nécessairement travailler. S'il veut donner un sens à sa vie, s'il veut améliorer sa condition existentielle, mais cela suppose également qu'il puisse élever ce travail à la dimension d'un loisir. À la dimension d'un loisir, peut-être pas d'un jeu, d'un simple jeu,
Mendel Loiseli. À titre d'illustration, Alexandre Kojève nous fait comprendre l'importance du travail dans son commentaire de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, lorsqu'il fait comprendre que l'avenir et l'histoire appartiennent à l'esclave travailleur. L'avenir et l'histoire appartiennent à l'esclave travailleur. Alors, ces indications de correction étant données, nous rentrons directement dans la leçon du jour, à savoir la leçon numéro 22, qui intitulait « La raison d'être et la finalité de l'art et du travail ». Le plan de la leçon, nous le savons déjà, il a comme point les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'évaluation et bien entendu le devoir à faire à la maison. Comme objectif, cette leçon va te permettre, cher apprenant, de déterminer la nature, en fait, la raison d'être et la finalité de l'art et du travail, de saisir les enjeux de l'art et du travail dans l'épanouissement de l'homme et de la société. Comme prérequis, une fois de plus, nous voulons savoir ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport aux autres êtres, notamment par rapport au simple animal. Il s'agit ici de vous faire comprendre qu'en fait, l'homme est un être de raison, de conscience, l'homme est un être de liberté, de volonté, un être en qui il y a de l'inachèvement et de l'insatisfaction, mais également un être de créativité, un producteur de biens, un être de la culture, un être qui exprime des besoins en termes de beauté et d'utilité. Seconde question, que vise l'homme à travers la transformation de la nature par la culture? Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme a à l'esprit? Qu'est-ce qui préoccupe l'homme lorsqu'il mobilise la culture pour transformer la nature? Il est important de noter que, en fait, à travers la transformation de la nature par la culture, l'homme veut satisfaire ses goûts, mais il va en même temps satisfaire ses besoins d'ordre utilitaire. Alors, comme situation problème, de nombreuses personnes méprisent l'art et le travail du fait de l'ignorance de leur raison d'être et surtout de leur apport à l'homme et au monde. De nombreuses personnes méprisent l'art et le travail du fait de l'ignorance de leur raison d'être et surtout de leur apport à l'homme et au monde. Alors, en guise de problématique, quelle est la finalité de l'art et du travail et quels sont leurs enjeux pour l'humanité? Nous commençons par la raison et la finalité, la raison d'être la finalité de l'art. Ici, il y a deux perspectives importantes qu'il faut examiner, la perspective idéaliste et la perspective réaliste. Pour ce qui est de la perspective idéaliste, il s'agit de concevoir l'œuvre d'art par imitation au beau. Ce beau, l'œuvre d'art comme la représentation du beau, la copie du beau en soi qui existe idéalement quelque part. L'art ici apparaît comme une piètre, c'est-à-dire une mauvaise, une imitation approximative de la véritable beauté. Donc l'artiste crée en imitant la beauté qu'il perçoit, qu'il contemple quelque part. Et puisque nous sommes dans le jargon platonicien, lorsque nous parlons de contemplation, Platon estime que l'artiste, notamment le poète, crée, en fait, s'efforce de représenter la beauté en soi qui existe dans le monde intelligible. Et comme l'homme n'a pas toute la perfection, comme l'artiste n'a pas toute la perfection de Dieu, il ne peut donc pas copier parfaitement, avec toute la perfection absolue, cette beauté. Et c'est pour ça qu'à la fin, l'œuvre d'art s'avère toujours incommode ou inappropriée par rapport à l'idée même que perçoit l'artiste et qu'il s'efforce de réaliser. Donc, effectivement, c'est cette trajectoire, cette vision de l'art que présente Platon, aussi bien dans la République, en fait, surtout dans la République, même si on va la retrouver dans le Banquet. Et ici, Platon montre que le beau réside dans le monde le beau ne réside pas dans le monde sensible, parce qu'il estime que le monde sensible est un monde corrompu, est un monde éphémère, et que le beau ne réside véritablement que dans le monde intelligible.
où règne avec splendeur le beau, le bien, le juste et le vrai. L'art, disait-on, bien disions-nous, apparaît comme une simple photocopie du vrai beau qui existe dans le monde intelligible à titre d'idée ou d'idéalité. Donc, globalement, dans la perspective idéaliste, l'artiste est un imitateur. Mais qu'est-ce qu'il imite? Il n'imite pas la nature, mais il imite la beauté qui existe, qu'il perçoit, bien qu'il entrevoit, n'est-ce pas, dans le monde intelligible. Quant à la perspective réaliste, elle considère que, et en fait, il s'agit d'une approche matérialiste de l'art. Tout à l'heure, on avait une approche idéaliste de l'art. Ici, on a une approche matérialiste de l'art. L'art n'est plus une simple représentation ou une copie du beau en soi. L'art s'efforce d'acquérir, d'avoir une dimension objective parce qu'il s'agit pour l'artiste de produire lui-même le beau. Il n'imite plus, il va essayer de produire. Et cet effort de production du beau va se doubler d'un effort de matérialisation de l'idée du beau. Il y a le beau qu'on perçoit, on doit donc matérialiser cette idée-là à travers dans la réalité. Et c'est cette dimension, cette conception matérialiste ou réaliste de l'art que propose Aristote lorsqu'il considère que l'art veut reproduire avec la plus grande exactitude ce qui s'offre à notre perception dans la nature. L'art veut reproduire avec la plus grande exactitude ce qui s'offre à notre perception dans la nature. En clair, l'artiste n'invente pas, il ne crée pas, il n'imite pas, mais il produit ce qu'il voit dans la nature. Et l'artiste produit ce qu'il voit dans la nature. Alors, donc voilà donc les visions opposées. Mais on peut, avant de régler ce conflit entre la perspective idéaliste et la perspective réaliste, s'interroger sur, faire quelques remarques importantes, enfin, tout au moins, concernant le rapport entre l'art et le lait. C'est vrai que, de façon coutumière, on destine l'art à la production du beau, mais il y a de plus en plus une tendance à penser qui vise à montrer que l'art doit pouvoir aussi s'investir dans la création du lait, et que c'est même cet effort pour créer le lait qui donne de la beauté, qui donne quelque chose d'intéressant au travail de l'artiste. L'artiste doit mettre en évidence tous les aspects de la vie, y compris les aspects les moins intéressants, les moins attrayants. C'est dans cette logique-là qu'un auteur comme Gadamer a pensé à une esthétique de la laideur. Et déjà, des écrivains comme Zola ou des peintres comme Van Gogh, dans la logique naturaliste de l'art, ils ont prôné un naturalisme artistique qui invite l'artiste à aller dans la nature, chercher et s'intéresser même aux aspects les plus sombres, aux aspects les plus ignobles de la nature. On voit comment, dans ses différentes œuvres, Émile Zola, dans ses différents romans, Émile Zola a tenté de mettre en évidence ces dimensions, pas toujours attrayantes de la vie, de l'existence humaine. Et c'est ça qui concourt également à donner à son œuvre un caractère attrayant, un caractère intéressant. On voit par exemple un peintre comme Van Gogh, cet effort pour représenter, pour peindre les aspects sombres de la nature, les aspects ignobles de la nature. Vous avez par exemple dans l'un de ses tableaux, Le Monde des Oliviers, on voit bien que l'arrestation de Jésus n'est pas quelque chose de guerre, mais Van Gogh réussit à mettre cela en image, à transformer ce spectacle en quelque chose d'intéressant pour l'artiste. Alors, intéressons-nous maintenant à la relation entre l'artisan et l'artiste. L'artisan, déjà, c'est quelqu'un qui est intéressé qui a de l'intérêt, qui vise l'utilité. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé, qui veut des choses utiles.
L'artisan, c'est quelqu'un qui recherche le profit, c'est quelqu'un qui recherche le gain à travers ses différentes productions. C'est pour ça que l'artisan est toujours dans la logique économique. C'est pour ça que Joe Mollet pense que l'artisan s'inscrit dans le circuit économique, dans la logique de la production des biens économiques. Alors ici, Alain nous fait comprendre que l'artisan vise une production industrielle. Il veut produire le maximum. Et à ce titre-là, ce n'est que par abus qu'on peut l'appeler artiste. L'artiste, bon, c'est vrai que de temps en temps, il peut faire œuvre de génie, mais en fait, Alain estime que l'artisan est un artiste par éclair. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, peut produire des œuvres qui captivent notre attention. Mais puisqu'il est englué dans la logique industrielle, dans la logique de maximiser sa production, il ne peut donc pas prendre du temps pour produire du beau véritablement. En revanche, l'artiste n'a pas d'intérêt pratique. Il ne vise pas le gain, sinon le beau lui-même. Autrement dit, ce que vise l'artiste, c'est le beau en lui-même. Le seul souci n'est pas utilitaire, mais esthétique. C'est un souci d'ordre esthétique. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que Kant estime que est beau ce qui plaît universellement sans concept, que le beau est une finalité sans fin, puisqu'il s'agit de satisfaire intellectuellement, spirituellement, sans fin quelconque. Donc, c'est toujours un désintéressement qui caractérise l'appréciation d'une œuvre d'art, l'appréciation de la beauté d'une œuvre. Néanmoins, Kant a quand même tenu à faire la différence entre la beauté libre et la beauté adhérente, qui lui permet de montrer que, en fait, à travers laquelle il montre que la beauté libre, c'est cette beauté qui est obtenue sans but extérieur. Il s'agit de créer en visant uniquement le beau. Or, la beauté adhérente, c'est cette beauté qui vient s'associer à une fin utilitaire. Autrement dit, une œuvre doit être à la fois belle et utile. On voit que la beauté vient adhérer à l'utile ou à l'utilité. Alors, cette opposition-là entre la beauté libre et la beauté adhérente rejaillit sur le plan théorique ou sur le plan philosophique à travers l'opposition entre l'art pour l'art qu'on appelle le formalisme esthétique et l'art utile qu'on appelle le réalisme esthétique. Le formalisme esthétique dépouille l'art de toute fin extérieure. Le réalisme esthétique assujettit l'art à la production d'objets, réponses pour satisfaire les besoins de l'homme. Et on voit ce conflit-là, enfin bien cette opposition à travers le débat entre Théophile Gautier et Victor Hugo. Nous pouvons apprécier un palais traditionnel, un palais africain, camerounais, si vous voulez voir bien que nous avons là une œuvre d'art qui est utile parce que ça peut servir comme maison d'habitation, etc. Nous avons une autre œuvre qui est admirable, mais dont l'intérêt n'est pas porté sur le plan pratique, parce que on ne voit pas bien directement à quoi pourrait servir une telle œuvre sur le plan de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme. Mais cette œuvre-là n'en demeure pas moins utile. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la question de l'engagement artistique qui montre qu'il s'agit de s'interroger sur la fonction de l'art ou de l'artiste dans la société. L'art recherche le beau ou l'utile. L'artiste est-il à la recherche du beau ou l'utile? Nous avons parlé de l'opposition entre le formalisme esthétique et le réalisme esthétique. Pour ce qui est du formalisme esthétique, on estime que l'art ou le beau pour le beau est la seule chose importante. L'artiste ne crée pas pour autre chose que le beau lui-même. Ce qui intéresse l'artiste, c'est la création, c'est son œuvre, et non ce à quoi les services auxquels cette œuvre peut être destinée. Pardon. Il y a ici un intérêt pour la beauté, pour l'émerveillement, pour la séduction,
pour la contemplation et surtout pour l'admiration. On considère ici la gratuité de l'art en admettant comme Gautier que c'est plus beau quand cela ne sert à rien. En fait, il s'agit là de la perception originelle de l'art comme réalisation unique du beau. Il s'agit en même temps du refus de corrompre l'art et de corrompre l'artiste. Il s'agit en même et surtout de faire de l'art un simple bien culturel qui a une valeur d'usage certainement, mais pas du tout une valeur d'échange ou une valeur marchande. Là, l'œuvre d'art n'est pas un bien qu'on va vendre, n'est pas un bien commercialisable. L'intérêt d'un tel point de vue étant que il s'agit de refuser toute possibilité de corruption de l'art et de l'artiste, mais sauf que la critique qu'on peut lui opposer, c'est la stérilité et l'inopérationnalité de la création artistique. On peut penser que les œuvres sont stériles et inopérantes, parce qu'elles servent à rien. Et on peut penser également que ces œuvres-là se désintéressent du quotidien des hommes, d'où la critique, ou bien les critiques qu'ont pu faire des auteurs comme Baudelaire ou Freud, reprochant à l'art pour l'art d'être un art bourgeois, puisqu'il s'agit d'un art des individus qui n'ont pas de problème, qui vivent aisément. Or, cette critique permet d'opposer le réalisme esthétique qui invite l'artiste à s'impliquer, à s'engager véritablement. Ça, c'est la position de Jean-Paul Sartre. L'artiste doit avoir le sens des problèmes humains. Il faut développer un art militant, un art de combat qui permet à l'homme de s'impliquer et de s'efforcer dans la vie quotidienne pour résoudre les problèmes des hommes. En bref, on reconnaît une finalité extérieure à l'art et au travail de l'artiste. D'où l'idée, par exemple, chez Victor Hugo, de l'art pour le progrès. Alors, quel est l'intérêt ici étant que l'art gratuit est un art inutile, est un art stérile, et que l'art doit nécessairement s'impliquer dans la résolution des problèmes humains. Que l'artiste est un homme après tout, un homme des milieux, il doit répondre aux attentes de son milieu. C'est tout le sens de la littérature existentialiste, avec des auteurs comme Sartre, Malraux, Ionesco, etc. Mais la critique qu'on peut faire ici à ce réalisme esthétique étant l'intrusion de l'art, enfin le risque d'intrusion de l'art dans le circuit commercial et le circuit marchand, le risque de faire de l'art un bien d'échange et par conséquent un bien de consommation, et finalement le risque de corrompre l'art et que l'artiste puisse oublier sa fonction première qui est la réalisation du beau. Et c'est cet oubli-là qui fait en sorte que l'artiste, là, se corrompt et on se retrouve avec des attitudes que dénoncent des auteurs comme Monon Diana, il s'agit d'un philosophe camerounais, dans sa pièce Les chansons de Sodome et Gomorrhe, ou Achille Bembe, à travers ce qu'il appelle l'esthétique de la vulgarité, où on voit des artistes s'intéresser davantage aux scènes, aux histoires qui provoquent de la déviance, de l'extravagance, des vulgarités esthétiques, etc. Alors, néanmoins, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas d'art gratuit, parce que l'art a plusieurs fonctions. Et ceux-mêmes qui pensent que l'art ne sert à rien, quel que soit, n'ont pas du tout raison, puisque après tout, l'art a toujours une finalité dans la société, que ce soit pour le créateur ou bien pour la société. L'art a une fonction communicationnelle qui vise la rencontre et les échanges avec les autres. L'art a une fonction expressive qui permet d'exprimer des sentiments, des émotions, des états d'âme, etc. L'art a une fonction éducative, une fonction corrective, puisqu'il s'agit de résoudre le problème, de dénoncer, de purger la société des maux qui la minent. L'art a une fonction psychologique, en ce sens qu'il s'agit d'éveiller les consciences et de sensibiliser les hommes par rapport à un certain nombre de problèmes qui gangrènent la société. L'art a également une fonction révolutionnaire parce qu'il s'agit de donner une impulsion à des changements positifs dans la société. On pourrait avoir même une conception thérapeutique, thérapeutique ou cathartique de l'art, parce qu'il s'agit, à travers la production artistique, de dépouiller son esprit de certains problèmes, de décharger sa conscience de certains
certaines préoccupations. Alors, venons-en à la raison d'être du travail. Il y a deux justifications, la justification théologique et la justification rationnelle. Je précise là qu'il s'agit des rappels, puisque nous avons déjà abordé cette question dans la leçon précédente. Du point de vue théologique, on considère que le travail est l'expression d'une punition et d'une malédiction divine, puisqu'il s'agit de la contrepartie de la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, son Créateur. En conséquence, le travail apparaît comme le salaire du péché et le signe de la chute de l'homme et de son exfiltration du paradis. Dans la Bible, dans la Genèse, il est dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». On voit très bien que avant le conflit entre Dieu, Adam et Ève, l'homme vivait dans une nature qui lui donnait tout ce dont il avait besoin. Mais pour avoir péché, le travail, l'homme a obtenu comme salaire, comme punition, le travail. Ça, c'est la justification théologique. Mais du point de vue rationnel, on rejette la thèse théologique en considérant qu'en fait, le travail vient comme réponse aux besoins vitaux de l'homme, à l'exigence de suivi face à l'adversité de la nature. Le travail est le signe de l'essence besogneuse de l'homme, qui est un être de besoin, et ces besoins qui sont sans cesse accrus. Il y a donc nécessité pour l'homme de satisfaire des besoins élémentaires comme boire, manger, se vêtir, se loger, dormir, etc. Il y a également le fait que l'homme est un être inachevé, comme le pense Kant, et que l'homme est un être insatiable, comme le pense Henri Bergson. Le travail a donc une dimension obligatoire. Et c'est ce que pense Rousseau, qui pense que, en fait, qui considère que le travail, l'homme n'aime pas travailler, l'homme n'aime pas du tout travailler, et que le travail se justifie justement parce que l'homme, il y a la pénurie dans la nature, il y a l'accroissement des besoins, et il faut y répondre. Le travail vient donc répondre à notre nature sensible comme un être de besoin et de luxe. Pour ce qui est de la finalité du travail, deux positions. Il y a le travail comme asservissement, le travail comme épanouissement. Pour ceux qui considèrent que le travail est source d'asservissement, il s'agit de nier le travail qui est vécu comme une souffrance, comme une torture, parce qu'il dégrade le travailleur par la fatigue, par exemple, l'angoisse, la lassitude, le salissement, etc. Le travail asservit dans l'homme, et c'est pourquoi dans la Bible, justement, il est dit que à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. On peut se référer également à l'étymologie latine tripaliare ou l'étymologie romaine labor pour comprendre que le travail a toujours un caractère redoutable et pénible. Il est source de douleur et de détresse. On peut voir, par exemple, la critique du travail qui est faite par Marx dans le système capitaliste où l'esclave qui travaille se nie au lieu de travailler, au lieu d'affirmer sa liberté. Maintenant, le travail comme source d'épanouissement, il y a l'illusion du travail asservissant, c'est-à-dire on rejette la thèse qui considère que le travail asservit l'homme. Le travail est une source de création, de richesse et permet de satisfaire les besoins de l'homme. C'est la thèse d'Adam Smith. Le travail est également comme source de libération qui libère l'homme de l'emprise de la nature. Il y a donc divers dangers à ne pas travailler. Et Voltaire nous fait comprendre que nous devons absolument travailler. John Mollet nous fait comprendre que si nous ne travaillons pas, nous allons absolument mourir. Le travail est gage de la sécurité sociale, comme le montrent Nietzsche et Max Weber. Il y a également les vertus thérapeutiques du travail qui permettent de lutter contre l'angoisse, contre le stress et contre l'anxiété. Adam Smith nous fait comprendre que le travail est source et constitue la richesse d'une nation autant que l'or et l'argent. Il est donc nécessaire de développer l'envie de travailler en vue d'humaniser le monde. Il faut donc retenir que nous voulons ici voir la signification de l'art et du travail, qu'il y a une différence entre l'artiste qui vise le beau et l'artisan qui vise l'utile. Il y a plusieurs fonctions de l'art dans la vie humaine, que le travail permet de pourvoir aux nombreux besoins de l'homme et que malgré la difficulté du travail, l'homme doit nécessairement travailler pour pouvoir s'épanouir. Le travail permet de libérer l'homme
et d'humaniser le monde. Quelle est donc la finalité de l'art? Nous pouvons retenir que l'art vise la production du beau au service du bien. Quant au travail, sa finalité, c'est qu'il s'agit de satisfaire les besoins matériels et spirituels de l'homme et de l'humanité entière, de libérer l'homme de l'emprise de la nature. Quelques citations utiles. L'art est fait pour troubler, la science rassure. Il s'agit d'une pensée de Georges Braque. La beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin. Il s'agit d'une pensée de Emmanuel Kant. Émile Njomolle, supprimer le travail et c'est la mort. Le travail constitue la richesse d'une nation autant que l'or et l'argent. Adam Smith. Le travail fait le bonheur. Il est compagnon de la vertu, du repos, de l'abondance. Jean-Henri Bernardin. Quelques références importantes. Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre? Critique de la faculté de juger de Kant. L'esthétique de Hegel. De la méjupère l'excellence de Ebenezer Njomolle. Système des beaux-arts de Alain. Des sujets à faire, comme devoir faire à la maison. Faut-il redouter le travail? Es-tu d'avis avec Malraux que l'art est un anti-destin? Que penses-tu de cette affirmation de Cicéron? Le travail forme un calme contre la douleur. Voilà ce qui était prévu pour cette leçon. Dans la prochaine, nous allons nous engager dans la séquence qui porte sur la science, notamment la première leçon sur définition, objet et méthode de la science.